Après 25 ans passés dans la police, Christophe Coppen a été chef du pôle négociation du RAID, au sein duquel il a réalisé plus de 350 opérations de forcenés, prises d'otages, mutineries et kidnapping. Aujourd'hui, mon invité est un homme qui a exercé un métier peu ordinaire. Vous écoutez Prisme, je suis Maude Thibault. Il y a des choses en fait que je dis, il y a des choses que je raconte pas. Ok. On y va ? On y va. Allez, ça marche. Bonjour Maude, je m'appelle Christophe Coppen. Je suis l'ancien chef négociateur du RAID. J'ai été pendant 11 ans et demi dans cette unité. Auparavant, avant cette expérience extraordinaire au RAID, j'étais pendant 13 ans en police judiciaire, en groupe de répression du banditisme et groupe criminel. C'était passionnant parce que c'était la police que l'on adore voir à la télévision, dans les séries ou dans les films qui ont toujours un succès extraordinaire parce que les voyous nous interpellent tout le temps en se disant eh bien ce sont des personnages quand même qui sont assez incroyables ou qui sont terrifiants et donc ça attire toujours énormément donc les personnes qui suivent les faits divers. Alors je suis parti dans la police un petit peu par accident parce qu'en réalité je sortais de l'armée, j'avais fait fac d'histoire, fac d'éco. J'avais pas particulièrement apprécié le fait d'être contraint sur de l'universitaire. J'aime bien travailler en fait sur les sujets qui m'intéressent. Or, on le sait bien, dans les cursus universitaires, c'est toujours au démarrage tout un tas de choses qu'il faut engranger et qui sont pas forcément les plus passionnantes qui soient. Donc, je pars à l'armée et je me retrouve sergent. Donc, je fais régulièrement les classes pour pouvoir former des nouveaux arrivants. J'étais au 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde. C'était une très belle expérience. C'est vraiment quelque chose d'assez formidable pour un garçon, cette coupure pour l'armée, où on voit tous les milieux, toutes les professions, des gens qui sont, pour certains, issus des campagnes et qui sont jamais sortis de leur petit cocon, qui ont très peu été à l'école, donc qui, pour certains d'ailleurs, ne savent ni lire ni écrire. Hein, il faut quand même le savoir. C'était dans les années 1987. Et donc, c'était une expérience qui était passionnante parce que c'est vraiment la conjugaison de toutes les originalités d'une société, avec des gens qui sont très diplômés pour certains, d'autres qui sont issus de milieux extrêmement pauvres, etc. Et donc cette conjonction de toutes ces personnes qui partagent des moments difficiles, hein, l'armée, c'est pour beaucoup, ça a été des moments calmes. Ils ont été dans des zones plutôt planquées, comme on dit. Moi, ça n'a pas été le cas, hein, le fait de refaire les classes sans arrêt. Donc, ça veut dire qu'on a toujours des nouveaux contingents qui arrivent. On est sergent-instructeur. Et donc, voilà, ça veut dire du sport tout le temps, des marches commando tout le temps, du tir, du combat, enfin bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'était passionnant. Or, j'avais rencontré la femme qui allait être mon épouse. Et elle me dit, je ne serai jamais marié avec un militaire. Ah, grosse déception. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis dit, il faut que je cherche un métier qui soit dans l'action également. Je veux que ça bouge, je veux qu'il y ait du risque, et voilà. Et donc, c'était soit les sapeurs-pompiers, soit la police, et donc j'ai choisi police. Et voilà, me voilà parti donc pour 28 ans de carrière. Alors la police judiciaire, là encore, coup de chance, comme pour beaucoup de choses dans ma carrière. Coup de chance parce que quand j'étais en école d'officier, à l'époque on était inspecteur de police ou officier de paix. Inspecteur de police, donc on faisait des enquêtes de police judiciaire notamment, voilà, où on travaillait dans les commissariats. Et officier de paix, on commandait des gens en tenue. Donc c'était deux métiers différents. Et j'avais réussi les deux concours et j'avais choisi inspecteur parce que c'est ce qui me faisait rêver. C'était comme dans les films, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui était sympa. On était en civil, on avait un brassard, on avait le calibre. À l'époque, on avait des holsters d'épaule, d'accord, comme Belmondo dans ses films. Donc c'était vraiment très très sympa. Et plus sexy pour ta femme. Et peut-être plus sexy pour tout le monde d'ailleurs. En effet, c'était très narcissisant à cette époque-là. C'était assez incroyable. Et donc en école, on nous avait dit à tous, vous allez finir de toute façon en commissariat et en région parisienne. C'est pas la peine de vous battre pour les places, les meilleures places. De toute façon, ça sera tout le monde à peu près à la même enseigne. Or, coup de chance, en sortie d'école, il y avait des postes qui s'ouvraient en police judiciaire, ce qui est rarissime parce que normalement, on attend 15 ans pour pouvoir atteindre ces unités-là. Il faut vraiment avoir fait ses preuves en commissariat, s'être rompu à la procédure, etc., connaître la voyoucratie, ok, voilà. Et donc, là, ils avaient créé des BREC, des brigades de recherche, d'enquête et de coordination dans les banlieues pour travailler en fait sur le banditisme des banlieues qui commençait déjà
déjà à prendre énormément d'essor. Et donc, eh bien, on s'est retrouvés pour les meilleurs de la promotion à avoir quelques postes qui étaient ouverts en police judiciaire. Et donc, me voilà parachuté parce que j'avais bien bossé, ok, on était en train de se tirer la bourre avec des copains. Donc, c'était à celui qui allait avoir les meilleurs résultats. Mais je ne m'attendais pas, en fait, à ce que ça me serve à quelque chose. Et donc, au final, voilà. Ouais, il y a toujours du travail. Dans la réussite, il y a toujours beaucoup de travail. Et puis, il y a quand même un petit peu de facteur chance aussi. Je crois que la bonne étoile est nécessaire parce que sinon ma foi il y a beaucoup de trains qui passent et si jamais on prend jamais le bon c'est pas très positif et ça sert pas à grand chose. Donc il y en a qui voient passer des trains très intéressants et donc voilà, qui se précipitent dedans. Je faisais un peu partie de ces gens-là. On faisait des braqueurs de banque, on faisait du trafic d'êtres humains, donc proxénétisme, des affaires de stupéfiants bien évidemment. On renforçait le groupe Stup du SRPJ et notamment du service de police judiciaire sud à Évry. On faisait des affaires de kidnapping, des différents trafics, fausse monnaie, etc. On sent dans tes yeux que t'aimais bien le kidnapping. Ah ouais, c'était quelque chose d'incroyable. Ça mobilisait énormément de monde. On avait beaucoup de moyens qui étaient mis sur le terrain, tu vois, c'était à très gros enjeux parce que souvent, c'est du one shot. Quand tu arrives à découvrir un suspect, tu peux pas le lâcher, mais en même temps, tu peux pas te faire voir parce qu'il faut qu'il t'amène là où il y a l'otage potentiel ou les complices potentiels. Donc c'est un énorme travail. On était très très bon. La police judiciaire française était particulièrement bien reconnue là-dessus. On a perdu un petit peu plus aujourd'hui ce savoir-faire parce que on utilise beaucoup la technologie, les écoutes téléphoniques, l'étude des bornages, ce qu'on appelle des bornages, c'est-à-dire là où les téléphones sont activés, donc ce qui permet de tracer les gens, etc. Donc il y a beaucoup de travail comme ça de connexion, mais en même temps c'est lié à la technologie téléphonique actuelle. Mais à l'époque on faisait surtout du terrain. Les gens n'avaient pas forcément des téléphones portables, surtout les voyous, ils aimaient bien se voir dans les bars louches de la région parisienne. Voilà, les voyous aujourd'hui continuent à utiliser les méthodes d'autrefois, celles qui leur permettaient d'être le plus discret possible pour pouvoir se rencontrer. Donc ouais, ils utilisent peu la téléphonie, ils savent aujourd'hui que c'est particulièrement dangereux pour eux, donc ils sont prudents. Et toutes les méthodes que l'on connaissait très très bien, que l'on avait réussi donc à optimiser à l'époque, il serait temps peut-être que la police judiciaire aujourd'hui retourne sur le terrain un petit peu plus et puis profite de tout ça. Mais bon, c'est l'évolution des choses, ce sont toujours des aléas. Ok, ça va dans un sens, puis ça va dans un autre. Là, on est dans un sens qui est très technologique. On reviendra très certainement beaucoup plus à des missions de terrain dans le futur. Ça sera nécessaire. Voilà. Donc ça, c'était la police judiciaire. Et puis, ça dure pendant 13 ans. Et c'était passionnant. Et je ne voyais pas d'ailleurs quel était l'intérêt de pouvoir changer. Et puis, j'ai un collègue qui était un ancien du RAID, qui était chez nous, dans mon équipe, et qui m'a dit, tiens, il y a un poste de chef négociateur qui se libère. C'est un commandant donc qui le tient. Et je te verrais bien faire ce boulot-là. Moi, j'étais un peu spécialisé dans les aveux. J'aimais bien créer du lien avec les gens pour pouvoir obtenir les aveux. On les obtient jamais par la force, les aveux. Contrairement à ce que l'on peut penser, on torture personne pour pouvoir obtenir des aveux. Enfin, ça sert à rien parce que la personne après va se désister devant le juge d'instruction ou le tribunal. Donc, ça n'a aucun intérêt. Non, ce qu'il faut, c'est justement arriver souvent à faire accoucher la personne qui a commis un acte, parce qu'il n'y a pas que des criminels de métier. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans une espèce d'impasse dans leur vie. Ils savent pas comment se sortir d'une sale affaire dans laquelle ils ont tué quelqu'un, par exemple, et puis ils vont couper la personne en morceaux. Ils vont aller jeter les bouts dans la flotte, dans les bois, et voilà. Et bien évidemment, on va retrouver tout ça. C'est le fait de vouloir effacer ces traces. C'est au même titre que passer de la javel sur la scène de crime. C'est exactement la même chose. Sauf que là, un corps, c'est lourd. C'est très très lourd, ok. Les gens savent pas quoi faire avec ce truc-là. C'est pas discret du tout de trimballer un corps, voilà. Et il faut des complices si jamais on veut le faire à plusieurs. Et donc souvent les gens passent par l'idée, si j'ai plus que des morceaux dans des sacs poubelles, ça va être beaucoup plus facile. C'est sordide, hein. Ce que je suis en train de raconter, c'est sordide. Mais en même temps, c'est la réalité. Et donc, ces gens-là, qui ne sont pas des criminels réellement de métier, ils ont été plongés dans un moment terrible de l'existence où ils n'ont pas su, en fait, comment gérer la situation. Et au final, quand ils sont interpellés par la police, souvent, ils attendent de pouvoir s'expliquer. Vraiment, vraiment. Pour eux, c'est important. Et donc, il faut que l'on puisse, nous, dans ces moments-là,
accueillir justement ces aveux. Et ça se fait pas facilement. Et il faut vraiment beaucoup de technicité, beaucoup d'empathie d'ailleurs. L'empathie, c'est pas de la sympathie. L'empathie, c'est je suis capable de me mettre à la place de la personne qui est en face. Donc j'ai une parfaite maîtrise de mes affects. Je sais très bien qu'on n'est pas pote avec la personne que j'auditionne, mais je suis capable en fait de respecter le fait que ça soit quelque chose de dramatique qu'elle a vécu et donc par là même d'être correct dans la manière de retranscrire aussi les choses. Ne pas travailler que à charge, c'est très, très important pour un policier. Je crois que si on parle d'éthique en matière de police, c'est vraiment sur cette notion de respect de l'autre, quel qu'il soit, sur des contrôles dans la rue, la manière de parler aux gens. On peut être tout à fait respectueux et pour autant tout à fait autoritaire et faire respecter la loi, etc. ou dresser des procès-verbaux si jamais il y en a la nécessité. Mais le respect est super important. Et tu vois, dans l'audition en fait d'une personne, quand on est à la crime, l'audition d'une personne, c'est fondamental que ça soit toujours à charge et à décharge. Il faut que l'on puisse donner un éclairage le plus précis possible au magistrat parce que lui, souvent, il n'aura pas le temps derrière réellement, où il n'aura plus cet instant magique en fait où la personne est vulnérable, elle est avec nous et elle raconte avec sincérité parfois certaines choses. Il n'y a pas de grandes écoles sur les auditions, tout simplement parce qu'en face de nous, il y a toute la diversité de l'humain. Il y a des gens qui sont retors, d'autres qui sont manipulateurs, d'autres qui sont narcissiques et qui vont tourner les choses à leur avantage, d'autres qui sont pervers dans leur manière de fonctionner et donc qui vont chercher à incriminer d'autres personnes derrière. Donc c'est très compliqué d'avoir une méthode d'audition. Il y a des grandes lignes, on va dire. Tu vois, par exemple, on fait toujours, lorsque l'on auditionne, on fait toujours un premier procès-verbal qui est tout à fait libre. La personne nous raconte ce qu'elle veut. Donc elle peut tout de suite donner des informations qui sont correctes et commencer à s'expliquer, auquel cas elle est crédible pour la suite de l'enquête et des auditions futures. Et donc elle sera crédible également devant les magistrats qui vont devoir la juger. Ou alors elle peut mentir, auquel cas elle peut avoir de bonnes raisons de mentir ou de mauvaises raisons de mentir, tu vois, et donc les choses évoluent de cette manière-là, et il n'y a pas une règle absolue. Dans les fondamentaux, je pense que la psychologie est vraiment un point clé du métier de policier. On travaille sur la patte humaine. On travaille donc sur toute la diversité de la société, toute la diversité des croyances, toute la diversité des codes, les codes qu'ont les gens. Certains ont des codes hyper défensifs, tu vois, très agressifs. Pourquoi ? Parce que dans leur propre vie, au fond, ils ont toujours vécu dans un univers de violence. Donc ils reproduisent ce genre de choses. Mais pour autant, ils voudraient peut-être passer à autre chose, mais ils connaissent que ça. Donc c'est un peu compliqué. D'autres vont avoir des croyances. Là, je vais être puni par Dieu, puni par... voilà, donc... et donc toutes ces croyances-là vont perturber la relation à la police, la relation à l'enquête et la relation à la justice. Donc il faut des policiers en fait qui soient capables de comprendre ces codes, comprendre là où sont les filtres éventuels, et puis donc travailler avec ce genre de choses de manière à ce qu'il soit le plus éclairant. Ouais, je pense que c'est ça, le plus éclairant possible. Le policier n'est pas un justicier. Ça, c'est une certitude. Il est un auxiliaire de la justice. Je parle pour la police judiciaire, pas pour la police administrative. La police administrative, ce sont les policiers qu'on voit dans la rue, dans la voiture, en tenue, etc. et qui font donc respecter les lois au sens large. La police judiciaire, c'est une police d'investigation. Donc c'est une police qui a besoin de connaître l'humain et de savoir également parler à toutes ses croyances, à tous ses codes, à toutes ses originalités. Quand on a quelqu'un qui est timide, pour autant, il peut avoir des airs de coupable, mais il est timide. Et donc, il faut comprendre que c'est de la timidité et pas de la culpabilité que la personne est en train de cacher, etc., etc. Si on tombe en effet sur une personne qui est confuse parce qu'elle est dans les locaux de police, parce qu'elle est entourée de policiers investigateurs et que au fond, elle a tellement peur qu'on l'accuse de quelque chose qu'elle n'a pas commis, peut-être est-ce qu'elle sera donc avec un état émotionnel qui va nous donner l'impression qu'elle est coupable. Alors il y a un côté profiler dans le métier, bien sûr, et les Américains, en fait, lorsque l'on fait les cursus criminaux avec eux, mettent toujours un petit peu de profiling là-dessus. Alors il faut savoir ce que l'on met derrière. C'est pas une science d'abord, le profiling, c'est juste, on va dire, une compilation de comportements avec de la psychologie associée qui permet d'avoir un décryptage, grosso modo, des gens.
Quand on a quelqu'un donc qui est narcissique, je prends l'exemple de ce que l'on disait tout à l'heure, narcissique, la personne va essayer toujours de donner un côté avantageux à ce qu'elle a fait et se justifier sur quelque chose, donc plutôt valorisant. Lorsque on a un profil paranoïaque, c'est une personne donc qui pense qu'il y a du complot autour d'elle et que au fond elle est malmenée par la société, ce qui justifie l'ensemble des faits qu'elle commet, et notamment des faits de vengeance ou des faits de violence donc légitimés en représailles à quelque chose, etc. Ces profils-là, ce sont des profils qui sont entre guillemets psychiatriques. Donc il y a qui sous-tend ces différents comportements des analyses à faire en psychocriminologie, et il faut avoir de la connaissance là-dessus. Il faut avoir été un petit peu aguerri. On ne peut pas s'inventer sur des domaines qui sont aussi scientifiques que par exemple la psychiatrie. On ne peut pas être dans l'intuition ou l'approximation. Pour pouvoir bien expliquer un geste, une action, un crime ou autre, il faut comprendre quels sont les ressorts qui sont derrière. Quand j'ai fait un DU universitaire spécialisé en criminaux, j'ai pris comme sujet problématique de l'être et de l'avoir chez le braqueur de banque. Intéressant parce que tu as des braqueurs de banque, ils font du braquage pour être quelqu'un. Par exemple, ce sont des gens qui ont été en prison, qui tout d'un coup ont rencontré des jeunes qui sont super impressionnés par ce braqueur qui est allé en prison, etc. Donc ils trouvent de l'importance à leurs yeux, et donc il repart pour faire du braquage, alors que normalement il aurait dû être vacciné, tu vois, par la prison. Mais il repart à faire des braquages parce que tout d'un coup il devient quelqu'un. Il n'était plus rien en prison, et il redevient quelqu'un au milieu d'un nouveau groupe. Donc, c'est une problématique de l'être. C'est pas le gain qui est le moteur. Alors bien sûr, c'est gagner de l'argent, fanfaronner, partir sur la Costa del Sol, dépenser tout ça avec de la drogue et des filles, et de l'alcool. Mais la réalité des choses, c'est que ce sont des gens qui réellement sont sur la nécessité en fait de donner du piment à leur vie. Et puis il y en a d'autres, c'est une problématique de l'avoir. Par exemple, j'ai le souvenir d'un braqueur qui tous les jours partait au travail. Il n'avait jamais dit à sa famille qu'il avait été viré de son entreprise. Je me rappelle plus ce qu'il était, comptable ou un truc comme ça. Et donc tous les jours, il partait en bon père de famille avec sa petite sacoche, sa petite cravate, son petit costume, etc. Et donc il avait son arme à l'intérieur de la sacoche et il s'en allait faire les crédits lyonnais. Voilà. Et donc il nous écumait tous les crédits lyonnais de la région. Et voilà un bonhomme, quand on l'a arrêté, c'était une nécessité pour lui. Il aurait voulu faire autre chose, mais il ne savait pas quoi faire pour gagner de l'argent. Il ne voulait pas raconter qu'il avait été viré, parce que c'était particulièrement traumatisant pour lui. Et donc, il s'était rabattu là-dessus, sur l'argent facile, pour essayer donc de cacher les choses à sa famille. Donc, il faut des gens qui soient très corrects et très lucides sur le passage à l'acte, de manière à pouvoir aiguiller le mieux possible, en fait, les magistrats. Parmi les différents candidats, je suis celui qui est le plus intéressant pour le RAID. Il faut être physique, il faut être courageux, il faut être un peu téméraire pour aller dans des unités comme ça. Il faut être particulièrement bosseur, se rendre disponible énormément, puisque en fait, c'est des contrats de 5 ans renouvelables une fois. Donc pendant 10 ans, tu es H24 à disposition de l'État. Donc tu peux partir 6 semaines en Colombie, tu peux partir, enfin voilà, tu sais pas comment vont se passer les choses. Et pourtant, une vie de famille, tu te fais à l'idée que tu ne peux pas partager ces choses-là avec tes proches, tu ne peux le partager qu'avec tes collègues, donc tu débriefes avec tes collègues, mais il faut vraiment faire une séparation totale entre la vie perso et la vie professionnelle. Je pense que c'est traumatisant pour le commun des mortels, parce que justement, ils ont juste une restitution qui est souvent incomplète de ce qui se passe, donc on va à l'essentiel, et l'essentiel est brutal. L'essentiel est vraiment difficile à entendre et à admettre parfois. Il n'y a pas la progression. Quand on interpelle un type qui a coupé une personne en morceaux, on a commencé à trouver des bouts de corps. Et donc, on s'attend à ce qu'à un moment donné, on trouve une partie du corps qui permette d'identifier la personne. Des empreintes, une tête,
des pieds, des dents, des choses comme ça, etc. Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé ça, on est dans un petit peu la recherche du pulse voilà, qui va nous permettre d'identifier la victime. Donc, il y a une stimulation qui est une stimulation professionnelle, parce que le but, c'est de trouver la victime. Donc, on a un intérêt, on va dire, qui nous fait un paravent avec les émotions. C'est un peu comme le médecin qui, lorsqu'il farfouille, le chirurgien qui farfouille dans les entrailles, on pourrait se dire, mais c'est dégueulasse, vraiment, c'est ragoûtant ce qu'il est en train de faire. Oui, mais il sauve, il est en train de sauver. Comme nous, on est en train de trouver, en fait, peut-être l'auteur du meurtre et donc, quelque part, rendre une espèce de justice possible à la victime. Voilà. Donc, cet intérêt supérieur qu'il y a, les proches ne l'ont pas. Eux, c'est la brutalité du juste de ce qu'il leur est raconté. Il n'y a pas de moteur stimulant, émotionnel stimulant derrière. Donc, ils prennent de plein fouet ce genre de choses. C'est pour ça qu'on les protège beaucoup. C'est pour ça qu'également, on sait aujourd'hui que les policiers ne sont pas complètement protégés psychologiquement, malgré ce que je viens de dire. Beaucoup n'ont pas eu l'aguerrissement qu'il fallait, ont été trop vite plongés dans des affaires trop sordides, et au final, donc, se sont abîmés, on va dire, émotionnellement, en matière de stress, avec des stress qui deviennent chroniques. C'est-à-dire la multiplication des affaires fait qu'au bout d'un moment, les gens sont traumatisés, littéralement traumatisés par tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils sont obligés de faire. Faire une autopsie, par exemple, quand on est à la crime, c'est franchement le truc le plus dégueulasse qui soit. Il n'y a pas d'autre terme. Celui qui trouve du plaisir à aller voir une autopsie, il faut qu'il aille voir le psy. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on le fait par nécessité, parce que c'est un acte d'enquête qui est très très important. Mais pour autant, ça laisse des traces. Toutes ces choses-là laissent des traces. Alors, il y a des psychologues maintenant dans les services de police. Et donc, on a la possibilité d'aller voir des spécialistes et de commencer à ventiler un petit peu justement toutes ces émotions négatives que l'on a. Et moi, j'ai bossé donc avec des psys en arrivant au RAID, puisqu'il y en avait donc qui travaillaient avec nous. Je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, de tous les petits traumatismes vécus quand j'étais en police judiciaire. J'avais mon sac à dos qui était plein de cadavres. Je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Donc plein de choses qui étaient particulièrement traumatisantes, sur lesquelles j'avais pensé que tout allait bien, voilà. Mais en fait, elles étaient là, quoi. Elles étaient bien alignées les unes à côté des autres, etc. Et donc, en discutant avec les psys, en travaillant justement avec les psys, j'ai compris toute l'utilité qu'il y avait à se débarrasser de temps en temps. C'est-à-dire aller vider son sac à dos sur une table avec un professionnel en face. C'est très, très important. Ça nous préserve. Littéralement, et c'est pas une faiblesse. Quand on va pas bien, on va voir son médecin. Là, c'est la même chose, sauf que c'est l'âme, donc il faut être raisonnable et se dire, je dois être indulgent avec moi-même. On accumule beaucoup de choses qui sont particulièrement traumatisantes dans les métiers que sont les pompiers, les gendarmes ou les policiers. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de détresse aussi dans ces professions-là et beaucoup de suicides, parce que on fait les poubelles de la société, quoi. C'est à peu près ça, la réalité des choses. Donc il faut être très fort, il faut être très cohésif. Les unités qui s'en sortent le mieux sont les unités qui sont particulièrement donc cohésives. Le RAID en fait partie. On est toujours en compétition. Ce sont que des alphas que l'on recrute, que des mâles alphas. Donc c'est très très difficile à commander ces gens-là. Mais en revanche, en opération, ils sont très très efficaces. Donc j'avais une belle expérience en police judiciaire, mais malgré tout, c'était pas suffisant. Donc il a fallu partir à l'étranger, voir ce que faisaient les uns et les autres. On a monté très rapidement avec le FBI, l'INWG, International Negotiation Work Group, donc tous les chefs de groupe européens, mais également mondiaux, qui font de la négociation, se retrouvaient une fois par an dans des pays donc différents. Et puis donc comme ça, pendant 11 ans, j'ai été de pays en pays, échanger sur tout un tas en fait de choses. Je suis parti au FBI, bien évidemment, voir ce que faisaient les Américains à Quantico avec la Crisis Negotiation Unit, qui est un peu le pendant du groupe négociation du RAID, sauf que c'est surdimensionné puisque là, c'est à l'américaine, ok, voilà. Et ils ont depuis très très longtemps créé des cellules de négociation, donc c'est sorti dans les années 74 à peu près, où réellement ça a été structuré. Ils ont fait un cours négociateur, donc un cours basique, en 2 mois, je crois, de mémoire, qui permet donc de former 2 mois ou 2 semaines peut-être, 2 semaines. C'est très court et vraiment ce sont les basiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend en tâche, comment est-ce qu'on écoute la personne, quels sont 2-3 profils qui sont récurrents, le forcené combattant, le forcené suicidaire, etc., etc.
Et puis, je me suis vite rendu compte, en fait, qu'on ne pouvait pas appliquer ce que faisaient les autres. On ne pouvait pas appliquer parce que les caractéristiques, en fait, de méthodologie sont très culturalisées, si je peux me permettre le terme. C'est-à-dire que les Américains, ils ont, surtout des Hispaniques, Mexicains, etc., Sud-Américains, ils ont des Noirs qui ont leur culture, leur code, etc., et qui sont très communautaires également. Ces gens-là, donc, ainsi que l'organisation de la police là-bas, fait qu'ils ont des modes d'intervention et des modes de réponse de leurs organisations, notamment policières, très particulières. On ne pouvait pas appliquer ces choses-là en France. Nous, notre bassin historique, il est par exemple sur nos anciennes colonies. Donc c'est beaucoup de gens qui sont issus du Maghreb, qui sont venus s'installer en France. Pour certains qui ont été d'ailleurs malmenés, ça va être les Harkis qui sont pour beaucoup qui étaient très révoltés. Il y en a plus beaucoup de Harkis, mais qui étaient extrêmement révoltés donc de la manière dont ils ont été traités sur la décolonisation. C'est des gens qui ont été nos auxiliaires également dans les colonies vietnamiennes, Cambodge, etc. Voilà, et qui donc du coup sont arrivés en France également pour reconstruire des communautés. Beaucoup l'Afrique noire. On avait toutes nos anciennes colonies qui ont été siphonnées pendant les guerres mondiales pour pouvoir venir se battre pour la France, mais qui ont fait également un réservoir, on va dire, d'humains et de travail potentiel pour la reconstruction à chaque fois. Et donc on a été très contents d'avoir cette immigration-là, mais ces gens-là se sont sécurisés autour de communautés aussi, et on le voit encore plus aujourd'hui, même si ça a beaucoup moins de sens. Eh bien, toutes ces particularités-là font qu'il y a une multitude de choses à savoir quand on est un négociateur de crise. Il y a de la géopolitique, il y a de l'histoire, il y a des croyances, les religions. C'est très important de savoir ce que les gens pensent, quelles sont les limites qu'ils ont quand ils se manifestent d'une manière ou d'une autre, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs reproches sur l'État, sur les institutions, sur les relations à la police, etc. Et tout ça, c'était tellement original, en fait, que je me suis dit, il faut qu'on travaille cette notion d'interculturalité, chose que ne faisaient pas les collègues étrangers, où ils le faisaient sur leur bassin eux-mêmes historique, où il fallait qu'on fasse différemment. De plus, les Américains, qui ont donc, eux, fait un peu école sur la négociation auprès de tout le monde, les Américains ont classé, ils aiment classer, ranger dans des tableaux. Le type est comme ça, il agit comme ça, il faut telle réponse, etc., etc. Nous, on s'est vite rendu compte, la psychiatrie française est très très bonne, psychologie et psychiatrie, et donc nous, on s'est très vite rendu compte qu'on ne peut pas classer les gens, c'est pas possible. On peut avoir quelqu'un qui a un profil, bien évidemment, qui est rebelle, ok, très bien, mais il est rebelle avec de la pathologie, il est rebelle simplement comportemental, il est rebelle parce que dans sa vie, il y a de bonnes raisons de l'être, etc., etc. Il est rebelle parce qu'il est entouré de cons, c'est possible aussi, ce genre de choses. Voilà, donc il y a une multitude en fait de raisons, et on ne peut pas classer les gens. Sinon, il faudrait faire des tableaux qui sont à 50 entrées d'un côté, 60 de l'autre, ok, et puis ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas passer son temps à essayer de trouver la bonne case en abscisse et en ordonnée. C'est pas possible. Donc, on s'est dit, il faut que l'on fasse différemment. Il faut d'abord que l'on s'aguerrisse sur toutes les psychopathos. C'est très important parce qu'un acte criminel, c'est un acte qui parfois est un acte lié à de la pathologie, et donc c'est une personne qui doit être soignée avant tout. Donc, qui dit soignée dit qu'elle est victime d'elle-même, quel que soit l'acte qu'elle ait commis, et donc les médecins doivent l'aider. Et peut-être que l'on peut faire en sorte que cette personne, dans le futur, retrouve une vie normale. Ça va être le cas, par exemple, pour les schizophrènes. 1% de la population mondiale est schizophrène. Donc ça veut dire qu'on en a beaucoup autour de nous, mais ce sont des gens qui sont stabilisés par les médicaments. À partir du moment où ils sont stabilisés, ils ont une vie sociale. Si ça se trouve, on peut embaucher demain dans une société, quelqu'un qui est un petit peu timide, un petit peu hésitant dans sa manière de faire, etc., qui de temps en temps a besoin de se retrouver tout seul, au calme, et fermer sa porte de bureau. Ok, si ça se trouve, c'est un schizo. On n'en sait rien, mais il est à faible dose, on va dire, de perturbation, et puis il est très certainement stabilisé par son foyer, par des médicaments, donc la chimie, etc., etc. Environnement rassurant, pathologie moindre. Environnement déstructuré, là à ce moment-là, pathologie donc qui s'aggrave. Et donc toutes ces choses-là nous ont permis de monter avec mon équipe un bac plus 3 qui est devenu un bac plus 5, reconnu au répertoire national de certification professionnelle. Donc un véritable métier de négociateur de crise qui passe par l'ensemble des sciences humaines.
sociaux, psycho, ethno, criminaux, psychiatrie, etc. Voilà. Alors c'est super intéressant et ce n'est ouvert qu'aux forces spéciales, police et gendarmerie. Et donc sur le bac plus 5, donc le passage de 3 à 5, il y a beaucoup de géopolitique aussi, parce que c'est très important. Il y a des choses sur la religion, parce qu'il faut comprendre, il faut connaître, il faut arriver à décoder les codes. Et il y a aussi tout ce qui est l'influence. La partie très forte, c'est celle de l'influence. Donc certains diront manipulation, nous on sait que c'est de l'influence pure. L'influence, c'est dans l'intérêt de la personne ou dans l'intérêt de la résolution de l'affaire, pour éviter qu'elle s'aggrave. C'est arriver en fait à ce que les choix qui sont faits par la personne ou la manière de penser de la personne soient favorables à une résolution pacifique ou soient favorables à une solution plutôt qu'une autre. Pourquoi cette influence-là ? Parce que c'est à nous en fait d'orienter et de rendre possible des hypothèses de sortie. Souvent, les gens sont dans une impasse. Ils ne savent pas comment sortir d'un acte. Par exemple, le type s'est énervé avec son voisin du dessous, il a pris un coup de sang, il a sorti le fusil, il est allé lui tirer un coup de fusil dans la porte. Okay, puis il rentre chez lui, et là la police arrive avec les flonflons de tous les côtés, les gyrophares, les sirènes et compagnie. Il y a des gens qui se postent derrière les voitures, voilà, et il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Donc il est dans une impasse. Il est plus capable de réfléchir, il est plus capable de se dire, bon là, je vais téléphoner au commissariat, je vais faire le 17, ok, je vais dire, pardon, j'ai fait une bêtise, alors je pose le fusil, je vais sortir, me tirez pas dessus, s'il vous plaît, ok. Donc il ne peut pas dire ça parce qu'il ne sait plus, il est plus rationnel dans ces moments-là, il ne sait plus comment sortir de ça. Et donc il faut que réellement on l'influence pour qu'il comprenne que c'est ça la solution. Mais on ne peut pas le faire simplement par autorité. Ça ne marche pas, parce que quelqu'un qui pense que la police va le tuer, sincèrement, il est terrorisé quand il pense ça. Donc il faut le rassurer, mais ça suffit pas de lui dire « Oh, n'ayez pas peur, posez votre fusil, tout se passera bien, regardez, je suis gentil comme tout, etc. » Non, ça marche pas, ça. Donc on va l'aider à se poser les bonnes questions. Une fois qu'il s'est posé ces questions-là, il va avoir des hypothèses de sortie qui vont arriver en se disant « Ah, mais si je fais comme ça ?» Et là, à ce moment-là, on va réellement donc pouvoir l'orienter en lui disant « Ouais, c'est pas mal ça. C'est tout à fait possible, ça se passera bien si vous décidez de poser le fusil. Puis après, c'est quand vous voulez. C'est peut-être maintenant, c'est peut-être dans 2 heures. Qu'est-ce qui vous va ? Vous voulez sortir maintenant ? Vous voulez sortir tout à l'heure ? Vous voulez prendre votre temps ? Ouais, je vais prendre mon temps. » Ben voilà, ok, on va attendre. Vous me refaites signe. Mais la personne va sortir, on le sait. Et c'est ça qui est important. Donc on a juste après à négocier avec les autorités pour dire au préfet, dans 1 heure ou 2. Ça pourrait être un jeu si ce n'était pas des vies humaines. Ça pourrait être un jeu également si on n'avait pas une si grande responsabilité. Mais le côté vital des choses et les responsabilités qui sont associées font que malheureusement ça peut pas être un jeu. Ça peut pas être un jeu. Il y a des interventions qui marquent énormément. Souvent, c'est pas forcément des super spectaculaires avec toutes les forces de police locales mobilisées, autres, etc. Bien sûr, souvent, ces opérations-là laissent des souvenirs importants parce que justement, elles ont mobilisé beaucoup de moyens. Mais ce qui est le plus marquant, c'est quand on pense qu'on va échouer et que ça réussit quand même. Et qu'il a fallu qu'on prenne des décisions difficiles. Tu vois, j'ai le souvenir, par exemple, d'un parano qui a retenu sa femme en otage. C'était du côté de Rouen, ce type-là, donc c'était un véritable profil psychiatrique. Et il a posé 2 ultimatums durant les négociations. Et au premier ultimatum, il était tellement déterminé et on pensait qu'il allait la tuer, donc il voulait la tuer si on ne cédait pas en fait à ses demandes. J'avais l'intuition qu'il fallait pas céder. L'intuition. Et c'est terrible. Parce que, tu vois, la raison aurait voulu que tu ne prends pas de risque et tu demandes à ce qu'il y ait un assaut qui soit donné. Mais l'assaut aurait pu conduire, en fait, au décès de l'épouse. Et il y avait 2-3 petits éléments, 2-3 petits indices, en fait, qui me laissaient penser que c'était du bluff et qu'il n'allait pas tirer. Et donc, on a dépassé l'ultimatum. J'ai pris la décision, pas tout seul, hein, je suis avec une équipe également, négociation, mais
au final, c'est toi qui l'assumes en tant qu'officier. Voilà, c'est toi qui assumes. Je prends la décision donc de ne pas céder à l'ultimatum. Donc on fait une procédure particulière pour dépasser le moment de l'ultimatum. Ça marche. Et là, à ce moment-là, je sais qu'il ne tirera pas. Pour autant, il ne faut pas commettre d'erreur. Il ne faut pas commettre d'erreur parce qu'il a perdu la face sur un premier ultimatum sur lequel il a tué personne. Et donc là, à un moment donné, donc, il s'énerve, il s'agace et il refait un ultimatum. Et il se rend bien compte qu'on ne l'a pas pris au sérieux sur le premier, où ça n'a pas marché, etc. Et donc il cherche à se rétablir, notamment narcissiquement. Et donc là, il y a un risque qui est plus important. On pourrait se dire, c'est facile de prendre la deuxième solution qui donc est un assaut. Ou alors c'est facile au fond de se dire, il n'a pas tué la première fois, donc il ne tuera pas cette fois-ci-là. Mais non, on peut pas faire d'équation particulière avec des garanties là-dessus. Donc ça veut dire que c'est au cas par cas, au feeling beaucoup, à l'expérience beaucoup, que on va évaluer en fait entre un ultimatum et un autre à 2 heures d'intervalle, peut-être les deux, et bien que il y a de la crédibilité, de la nécessité d'intervention ou la possibilité en fait de le coincer dans les cordes, c'est-à-dire de l'obliger en fait au bout d'un moment à se rendre. Donc il s'est rendu et tout le monde était persuadé qu'il allait faire ce qu'on appelle un suicide collectif. Donc il tue son épouse, il se tue derrière. Et c'était une belle réussite. Donc des affaires comme ça sont marquantes parce que justement, il y a un aléa et un risque qui est très important. J'ai eu des cas également avec des enfants. Donc tu as la mère qui a réussi à s'échapper de l'appartement, les enfants sont retenus en otage, le type dit qu'il va tuer les enfants. Et donc quand tu arrives à sauver les enfants et à faire se rendre le type, là tu sais pourquoi tu as rentré dans la police, quoi. Le travail de gestion des émotions est très très important et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a d'une part une très grosse préparation universitaire là-dessus, sur l'importance des émotions, sur les dysfonctionnements qui sont liés aux émotions, les dysfonctionnements que l'on va avoir, nos émotions, mais également les émotions adverses, ou celles des tiers qui sont à côté de nous. Ça peut être même les autorités qui vont avoir des émotions particulières et qui vont essayer de contaminer, ou malheureusement qui vont contaminer l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça également aussi que on ne garde les gens dans ces unités-là qu'une dizaine d'années. Parce qu'on sait très bien que la saturation émotionnelle que l'on va avoir au bout d'un moment peut faire dysfonctionner gravement. Par exemple, on peut ne plus voir le danger. À force, tu vois, que les émotions soient mises à mal, on attend d'avoir une méga émotion pour pouvoir tout d'un coup se dire « Ah ouais, là, ça craint, quoi ». Non. Si j'ai l'habitude de réfréner la peur par le courage collectif, le courage individuel, au bout d'un moment, la peur, qui est une émotion très utile pour pouvoir survivre, il faut avoir peur, c'est très très important d'avoir peur. Eh bien, au bout d'un moment, on peut devenir dangereux parce que justement, on n'a plus la peur. On n'a plus assez peur. Et donc, on peut se mettre soit en danger, soit même en danger. On peut mettre en danger également les autres, notamment quand on commande, quand on est officier. Quand on a une forte expérience de gestion des émotions de tout le monde, bien sûr, ça sert au niveau perso. Ça sert avec ses proches, etc. Et pourtant, on se fait avoir nous aussi. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on est dans l'intime, dans les relations humaines avec des proches, les règles changent. Tout est exacerbé. On a des attentes qui sont déraisonnables. On a des attentes, par exemple, au niveau des proches qui n'ont pas de sens. On écoute moins, on est plus autoritaire, on est moins patient. Là où on ferait des efforts à l'extérieur avec un type qu'on ne connaît pas, eh bien, on estime que, question de principe, on n'a pas à en faire. Voilà. Donc, à partir du moment où on est dans le registre de l'intime, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est impliqué émotionnellement, personnellement, familialement, c'est toujours plus compliqué. Si on était trop dans le contrôle. Il faut être sincère au niveau de ses émotions, il faut juste que les émotions ne prennent pas le pouvoir. C'est juste ça.
Donc je quitte au bout de 11 ans et demi, donc 28 ans de police. Au RAID, j'ai fait plus de 350 opérations en France et à l'étranger. Et je pars en disponibilité au démarrage sur un temps très court pour pouvoir créer une entreprise. Et puis petit à petit, donc, je poursuis la disponibilité et pour créer plusieurs autres entreprises qui toutes sont dans des registres différents et complémentaires. Et donc aujourd'hui, je suis à la tête de plusieurs entreprises qui font de la médecine pour des VIP étrangers qui veulent se faire opérer en France, sur des audits de sécurité et audits de sûreté, sur la négociation bien sûr, sur le conseil aux dirigeants, sur le management, sur la cohésion des équipes. On fait des séminaires dans l'une des sociétés. On fait également de l'apprentissage sous forme de jeux, on appelle ça des serious games, pour pouvoir former les gens justement de manière un petit peu plus ludique. Mais beaucoup de missions opérationnelles donc, pour former les équipes de direction ou les dirigeants, du coaching individuel également, beaucoup de formations sur la négo, la médiation, la cohésion des équipes, voilà. Est-ce que tu es heureux ? Ouais, très heureux, ouais. C'est formidable d'avoir la responsabilité de cet apprentissage pour les autres, donc le savoir que tu transmets à des gens en plus qui en ont réellement besoin dans d'autres secteurs que le secteur criminel, puisque quand tu fais de la négociation, que tu fais de l'influence, ça peut être utile sur un conflit social, un conflit entre associés, des ruptures de contrats professionnels, ça peut être des fermetures de sites, voilà, dans le cadre de PSE, ça peut être également des fusions-acquisitions d'entreprises, arriver à détecter un peu le profil de la personne qui est en face, savoir si elle bluffe pas, voilà, toutes ces choses-là, ouais, c'est passionnant, hein, passionnant. Je pense que c'est un beau métier, la police, et qui a une multitude de spécialités. Il y a des gens qui sont dans des brigades fluviales, des brigades canines, des motards, des secouristes haute montagne, etc. Et des gens qui vont dans des unités spéciales aussi. Par exemple, le raid central ou des raids régionaux. Toutes ces choses-là sont passionnantes. Il y a une multitude de métiers là-dedans. Et pour des gens qui ont envie de vivre un petit peu l'aventure humaine, c'est un des métiers qui peut conduire à ce genre de choses. Donc je ne peux qu'inviter tous ceux qui sont motivés et qui se posent la question de savoir s'ils ne feraient pas quelque chose avec un peu d'adrénaline dans la vie, à aller jeter un coup d'œil justement sur tous les métiers de la police. Il y a des choses qui sont vraiment sympas. Je remercie Christophe pour son témoignage et vous recommande la lecture de ses ouvrages Guide du négociateur stratégique aux éditions Mardage, Petit guide de contre-manipulation aux éditions Marabout et Négociateur au raid aux éditions Le Cherche Midi. Vous venez d'écouter Prisme. Si vous avez aimé cet épisode, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi me suivre et m'écrire sur le compte Facebook ou Instagram Prisme le podcast et m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prismelepodcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à très vite.